Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs, bonjour. La situation sanitaire exceptionnelle de la Polynésie française nous a conduit, il y a plus de 3 semaines, en accord avec le pays, à imposer des restrictions fortes de circulation, de rassemblement et d'activité qui sont applicables jusqu'à lundi prochain. Alors, je sais que cette période est très difficile à vivre pour la population en raison des deuils et des souffrances engendrées par cette terrible épidémie. Mais les très nombreux contrôles réalisés à ma demande par les forces de l'ordre sur les routes et dans les établissements montrent que les mesures sont globalement bien respectées et je vous en remercie tous et tous. Le confinement et le couvre-feu sont des mesures souhaitées par certains mais redoutées par d'autres. Nos conditions de vie sont bouleversées et l'équilibre de beaucoup d'entreprises est sévèrement fragilisé. Quoi qu'il en soit, il s'agit avant tout de mesures nécessaires lorsque les hôpitaux ne peuvent plus faire face correctement à l'afflux des patients et lorsque le nombre de contaminations devient extrêmement important. Cela a été le cas au Fénois au mois d'août et notamment le lundi 30 août avec un pic qu'on n'avait jamais connu de 426 hospitalisations Covid dans les hôpitaux et cliniques. Cela montre la gravité de la situation. Les dispositifs du confinement et du couvre-feu ont donc été mis en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui a été instauré, je le rappelle, en Polynésie le 11 août. Ces mesures sont venues compléter les premières mesures de freinage des chaînes de contamination qui avaient été adoptées dès le 30 juillet dernier, lorsque les premiers signes de dégradation avaient été identifiés. Des mesures nouvelles ont également été mises en œuvre sur le territoire, en particulier le filtre sanitaire pour les déplacements au départ de Tahiti vers les îles, vers les archipels et au sein des îles sous le vent. C'est donc avec un dispositif administratif diversifié, robuste et adapté en fonction de la situation de chaque île que nous avons fait face à cette nouvelle vague de contamination qui s'est révélée fulgurante et meurtrière. Après plusieurs semaines d'efforts et de contraintes, il est temps de tirer un bilan intermédiaire des effets de l'ensemble des dispositions prises par l'État et le pays et d'envisager l'avenir. Alors le premier enseignement est que nous ne sommes toujours pas tirés d'affaire, malheureusement. Le Covid est toujours là et il est toujours aussi dangereux. Il y a encore des décès, en particulier pour les personnes fragiles et non encore vaccinés. Le nombre de patients Covid dans les structures hospitalières s'élève ce matin à encore plus de 200, dont 42 en réanimation. Les cas actifs sont encore nombreux, notamment aux îles sous le vent. Enfin, hélas, je disais, de nouvelles personnes décèdent chaque jour. Même si le nombre de décès diminue, il y a encore beaucoup de décès. Et beaucoup de personnes qui survivent à la maladie, mais qui ont des séquelles encore importantes. Dans ce contexte difficile et traumatisant pour de nombreuses familles polynésiennes, j'observe depuis quelques jours que certains n'hésitent plus à promouvoir publiquement des thérapies et soins alternatifs au détriment des prises en charge médicales spécialisées. Ce sont les mêmes qui contribuent à une entreprise de dépréciation de la qualité du système de santé polynésien, ainsi que des apports de la science et de la médecine moderne. Plusieurs critiques ont été ainsi adressées par voie de presse au centre hospitalier du Taoné, dont le personnel travaille sans relâche depuis des semaines pour soigner les nombreux patients placés sous sa responsabilité. Des insinuations, voire des propos explicites, ont été émis sur le prétendu manque de déontologie des équipes médicales et sur les risques qu'il y aurait à fréquenter les hôpitaux, les cliniques et les dispensaires. Ces attitudes, je le dis, ne sont pas tolérables. Elles sont dangereuses pour la société et je les dénonce ce matin vigoureusement devant tous. Plusieurs des propos qui ont été tenus outrepassent la liberté d'expression et certains comportements sont susceptibles de relever d'une qualification pénale. Lorsqu'on menace des gens, lorsqu'on menace leur intégrité physique, ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose de normal dans notre société.
et des investigations sont en cours et des plaintes ont été déposées. J'appelle chacun à prendre ses responsabilités, à agir dans le respect du droit et dans l'intérêt des malades. J'assumerai mes responsabilités moi-même sans hésitation sur ces sujets. Je veux donc affirmer ce matin ma confiance dans les établissements de santé de Polynésie et ma totale solidarité avec les cadres et les soignants auxquels nous devons bien mieux que de la suspicion ou pire, des menaces à peine voilées. Que l'on meure du Covid à l'hôpital est une réalité, en Polynésie comme ailleurs. Faut-il y voir un manque d'humanité et de savoir-faire des soignants? Tout cela n'est pas sérieux. Si on meurt à l'hôpital du Covid, c'est aussi parce que c'est là que les formes les plus graves sont prises en charge. Mais surtout en Polynésie comme ailleurs, c'est avant tout le doute, la méfiance ou l'indécision vis-à-vis de la vaccination qui font des ravages. Je le rappelle, et ça il faut le marteler, 90% des personnes décédées n'étaient pas vaccinées et les personnes décédées malgré un vaccin complet souffraient toutes de comorbidités importantes. Que l'on s'interroge sur le vaccin est une réaction normale. C'est légitime de s'interroger. En revanche, ne pas faire l'effort de se renseigner auprès d'un professionnel peut être aussi une négligence qui peut coûter cher à la fin. Et malgré les risques majeurs que sont l'absence de vaccination de nombreux malades et l'existence de comorbidités, l'hôpital déploie toutes les capacités humaines et matérielles disponibles pour sauver les patients. Je tiens à insister sur cela. Sans les soignants, que ce soit ici en Polynésie, que ce soit dans tout notre pays, on n'aurait pas pu faire face à cette épidémie. Donc il est totalement inadmissible d'avoir de telles critiques qui sont émises. Et le résultat de l'action des soignants, c'est que depuis le début de la vague de contamination actuelle, ce sont 900 personnes qui sont sorties du CHPF guéries, qui ont été guéries du Covid. Dans ce contexte troublé, nous devons tous rester unis et répondre aux attentes de la population. C'est pourquoi je demande à l'ensemble des représentants des institutions publiques, du monde économique, de la communauté médicale et des confessions religieuses à faire preuve de cohérence et de lucidité sur ces sujets. Notre rôle n'est pas de contribuer à la confusion des esprits, mais bien d'éclairer le chemin qui nous conduira à sortir d'un monde profondément affecté par le virus et qui va continuer à être affecté par le virus. Il ne faut pas se leurrer, nous allons vivre longtemps et nous devons vivre avec ce virus. Donc, vous l'avez compris, la situation sanitaire demeure grave et fragile et il convient de ne pas relâcher cette vigilance collective. Dans ce climat pesant, le second enseignement de la période qui vient de s'écouler est que les mesures de freinage de l'épidémie ont produit des résultats. Plusieurs indicateurs montrent désormais que nous avons passé le plus dur de cette nouvelle vague épidémique. Le taux d'incidence moyen était encore particulièrement haut la semaine dernière, 580 cas pour 100 000 habitants, mais il est désormais bien inférieur, bien sûr, aux 3 500 pour 100 000 qui ont été observés au pic de la crise à la fin du mois d'août. Les calculs sont en cours pour déterminer le taux actuel, mais les premières données indiquent d'ores et déjà que ce taux moyen a encore diminué, tout en demeurant malheureusement nettement au-dessus des seuils d'alerte. Les consultations Covid dans les cabinets de médecins libéraux sont en diminution et les appels aux services d'urgence également. Sur l'ensemble des archipels, le nombre des hospitalisations a baissé significativement, même s'il dépasse encore actuellement les chiffres qui avaient été atteints en octobre-novembre 2020 lors de la précédente vague du virus. Enfin, depuis plusieurs semaines, les soignants sont en nombre suffisant dans l'ensemble des structures de santé du pays et au CHPF, grâce au soutien massif qui a été accordé pour la Polynésie française. Ce soutien exceptionnel a été engagé dès le 15 août dernier avec l'arrivée du premier détachement de la réserve sanitaire de Santé publique France. À l'heure où je vous parle, 232 personnes venues de métropole luttent aux côtés des soignants polynésiens et participent aussi à la campagne de vaccination avec les équipes des PCS des communes et de la direction de la santé du pays qui s'est mobilisée très efficacement pour faciliter l'accueil des renforts et leur projection dans les archipels. Je tiens à les en remercier. Ces soutiens seront plus de 300 d'ici demain. Il y a encore des arrivées ce soir qui vont se faire.
300, dont 44 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile, dont la mission vient d'être prolongée d'1 semaine. Les relèves seront assurées dans la durée en fonction des besoins qui seront exprimés par le pays et l'hôpital. Par ailleurs, afin de soulager l'hôpital, vous le savez, un vol médicalisé pris en charge par l'État vient d'être spécialement affrété dans le cadre d'une opération exceptionnelle qui mobilise un avion de ligne et près de 40 professionnels de santé et de la sécurité civile. Jamais une telle opération n'avait été menée d'une telle ampleur et avec une telle projection n'avait été menée jusqu'à présent. C'est une première. Alors certains, je sais, avaient pensé que la Polynésie était oubliée. Les semaines qui viennent de s'écouler ont prouvé l'exact contraire. Le président de la République l'avait dit lors de son passage au Fénois, la solidarité nationale fonctionne pleinement en temps de crise sur l'ensemble du territoire. C'est l'esprit même de la République. Et d'ailleurs, cela s'illustre en ce moment, que ce soit aux Antilles, que ce soit bientôt en Nouvelle-Calédonie, malheureusement, où nos compatriotes sont touchés par une vague également très importante. Alors les résultats des mesures de freinage de l'épidémie sont donc perceptibles et encourageants, mais ils n'ont pas encore permis de retrouver une situation sanitaire totalement maîtrisée. Nous en sommes encore loin. Et il faut donc consolider les premiers résultats enregistrés. Nous avons échangé avec le président Fritsch sur ce sujet et nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il n'est pas possible, dans ces conditions, d'envisager un retour immédiat à la vie normale, c'est-à-dire un quotidien sans aucune contrainte sanitaire dès la semaine prochaine. Nous avons donc décidé, ensemble, de mettre en œuvre une stratégie de déconfinement qui va s'étaler sur plusieurs semaines, à compter du lundi 20 septembre, et qui sera caractérisée, je dirais, comme précédemment, par les principes que vous connaissez bien désormais, la progressivité et la réversibilité. Progressivité, car nous adapterons le dispositif en l'allégeant au fur et à mesure que la situation sanitaire s'améliorera et surtout que la vaccination progressera. Si ces indicateurs s'améliorent, nous pourrons bien sûr accélérer le rythme du retour à la normale. Réversibilité, car si le nombre de cas actifs augmente à nouveau et que les entrées à l'hôpital sont en hausse, les contraintes seront renforcées à nouveau. Nous ne pouvons pas faire autrement. Donc la première phase de déconfinement sera opérée dans les conditions suivantes, à compter du lundi 20 septembre et jusqu'au lundi 27 septembre. Ça signifie que ces mesures sont prises pour une semaine. Une semaine, c'est un délai court, mais qui nous permet d'avoir le recul pour ajuster les mesures et d'être en réactivité immédiate pour les ajuster. Donc le couvre-feu est maintenu sur l'ensemble de la Polynésie française de 20h à 4h du matin. Il n'y a pas de changement pour le couvre-feu. Le confinement en semaine sera levé aux îles du Vent et aux îles sous le vent. Le confinement le week-end appliqué sur une grande partie des îles des Australes et des Tuamotu-Gambier sera également levé. Par contre, le confinement le week-end est maintenu à Tahiti, Moorea, Raiatea, Wainé, Taha, Bora Bora et Mopiti. Il débutera à 14h le samedi. Donc ce confinement le week-end pour les îles du vent et les îles sous le vent sera du samedi 14h au lundi matin 4h. Durant cette période de confinement, l'accès aux plages sera interdit sur ces îles. Ces mesures vont permettre la réouverture des écoles, collèges et lycées selon des modalités que le président Fritsch va préciser. Les rassemblements de plus de 10 personnes demeurent interdits sur l'ensemble des archipels. Les magasins et commerces seront ouverts en semaine et le samedi matin, avec port du masque obligatoire et une limite de jauge de 4 mètres carrés par personne. Les restaurants et débits de boissons pourront accueillir de la clientèle en dehors des heures de couvre-feu ou de confinement, avec un protocole d'accueil identique à celui qui avait été mis en œuvre jusqu'au mois de juin, notamment les tables de 6 séparées d'1 mètre. On revient à la même méthode. Par contre, les événements musicaux artistiques y seront interdits. Les établissements de sport couverts et de plein air seront ouverts uniquement pour les activités sportives encadrées, dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil et en respectant un espace de 16 mètres carrés par l'utilisateur lors des activités à forte intensité cardio. Ça concerne ce dernier point particulièrement les salles de sport. L'accueil des groupes scolaires et des mineurs y sera possible.
Par contre, les compétitions et événements sportifs seront interdits, de même que les espaces de restauration et de boissons. Les musées, salles d'exposition et de cinéma resteront fermés. Les établissements d'enseignement artistique pourront accueillir les élèves. Les salles de réunion, chapiteaux, salles de spectacle, tentes et structures pourront accueillir du public avec un siège sur 2, le port du masque obligatoire et sans espace de restauration et de boissons, dans le cadre des seules activités autorisées, parmi lesquelles notamment les activités de groupes scolaires et périscolaires ou à destination exclusive des mineurs, les activités physiques des professionnels ou liées à des formations, les formations épreuves de concours et d'examen. C'est donc très limité, c'est ça qu'il faut retenir. Et les manifestations festives, culturelles et sportives demeurent interdites. Donc ces salles de réunion, chapiteaux, ne peuvent être utilisées que pour les jeunes, l'encadrement des jeunes, ou pour des activités, je dirais, professionnelles, l'organisation d'une formation, des choses comme ça. Les bibliothèques et centres de documentation seront ouverts. Les salles de jeu resteront fermées. Les foires, salons, fêtes foraines, brocantes, bingo, combats de coqs demeurent interdits. Et les croisières, sur ce point, seront autorisées individuellement à reprendre progressivement leur activité, sous réserve que l'ensemble de l'équipage et des passagers seront vaccinés et sous réserve de l'accord des maires concernés par les zones d'escale. Il n'y aura pas d'escale possible le week-end dans les archipels encore soumis au confinement de fin de semaine. On verra tout ça avec chaque compagnie. Le charter nautique et la plaisance pourront également reprendre selon des modalités qui seront précisées avec les acteurs du secteur très rapidement par le Haut Commissariat et le ministère du Tourisme. En attendant la mise en œuvre du pass sanitaire en Polynésie, sur lequel un gros travail est fait par le pays, en liaison avec l'État, le dispositif actuel qui permet de s'assurer du statut sanitaire des voyageurs qui quittent Tahiti pour les autres archipels restera en vigueur, ainsi que pour les trajets internes aux îles du Vent. Ainsi, les voyageurs devront disposer d'un certificat de vaccination ou détenir un motif impérieux de déplacement accompagné du résultat d'un test Covid négatif de moins de 3 jours. C'est un dispositif qui a bien fonctionné, je veux le dire, en lien avec la compagnie Air Tahiti et certaines compagnies maritimes, et qui a permis de sécuriser les archipels, où le nombre de contaminations, à l'exception, je disais, des îles du Vent, mais où on est sur d'autres problématiques, mais au Tuamotu, aux Australes, aux Marquises, nous avons une épidémie qui reste bien maîtrisée. Je voulais indiquer, lors de notre dernière allocution, les mesures administratives sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier les nombreuses personnes qui ont été se faire vacciner récemment. Grâce à vous, nous sommes passés en quelques semaines de 26% de la population générale vaccinée à aujourd'hui à 46%. C'est un sacré progrès. C'est un succès indéniable, il faut s'en réjouir. Mais il faut faire mieux encore pour faire face efficacement à la propagation du virus et à ses conséquences les plus graves. Nous devons absolument parvenir à une couverture vaccinale suffisante dans les meilleurs délais. Il faut aller au-delà, bien au-delà. Je demande donc à tous ceux qui n'ont pas encore franchi la porte d'un centre de vaccination de le faire au plus vite. La liberté de choix doit être mesurée à la lumière des contraintes qu'elle provoque pour les autres. Ces contraintes sont majeures depuis plusieurs mois dans notre vie quotidienne. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on ne vit plus normalement. Et c'est une épreuve pour chacun et chacune d'entre nous. Mais sans distinction aussi entre ceux qui ont fait preuve de responsabilité individuelle et collective et ceux qui refusent de considérer davantage que leur situation personnelle. Il y a de plus en plus de personnes vaccinées, mais qui doivent subir les contraintes aussi qui sont imposées pour protéger l'ensemble de la population. Donc c'est une situation qui ne pourra pas durer éternellement. Et la vaccination est la seule voie raisonnable et responsable et durable pour sortir de la crise du Covid, accompagnée de la mise en œuvre du pass sanitaire, j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a 5,5 milliards de personnes qui sont vaccinées sur notre planète. Donc c'est un mouvement, on le voit, de masse. Ce n'est pas une expérimentation qui est menée. C'est un mouvement qui se fait avec une grande maîtrise. Alors, pour terminer, une nouvelle fois, je vous demande de respecter les règles
avec toutes les contraintes que cela implique, c'est vrai. Mais cela est absolument nécessaire pour nous protéger, et j'espère qu'avec cette augmentation de la vaccination et avec les mesures que nous mettons en œuvre, nous serons en capacité prochainement de sortir de cette situation. Nous avons pensé le faire à plusieurs reprises, cela. Nous pensions y arriver. Mais l'élément nouveau, c'est vraiment la vaccination. Il y a quelques mois, l'année dernière, nous n'étions pas dans cette situation parce que nous n'avions pas cet outil de la vaccination. Aujourd'hui, nous l'avons et il faut l'utiliser. Et c'est à notre portée. Et on le voit. Il suffit de regarder ce qui se passe dans beaucoup de territoires, on cite les Antilles, où le taux de vaccination est également insuffisant. On le voit aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, où le taux de vaccination est également insuffisant. Donc battons-nous, continuons tous ensemble. Et j'insiste sur ce tous ensemble. Continuons à nous battre pour nous sortir de cette situation. Merci.